Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes. En tant que présidente des souverainistes, je vous souhaite une très belle année 2025, pleine de joie, de bonheur et de réussite. L'année 2024, même si elle fut ponctuée de très beaux moments et de belles rencontres, fut douloureuse pour beaucoup d'entre nous. En France, nous avons été confrontés en 2024 à l'inflation spéculative, à la baisse du pouvoir d'achat, à une hausse injustifiée de nos factures d'électricité et de gaz, à un impôt confiscatoire, à l'augmentation des faillites et des liquidations d'entreprises, à la persistance du chômage, à une croissance anémique, à une dégradation des services publics, à un important déficit commercial, à une dette publique abyssale, à un effondrement du niveau scolaire de nos écoliers français, confirmé une nouvelle fois par le classement international PISA, à une réindustrialisation poussive, à, je dirais, le décès traumatique et traumatisant pour la nation tout entière de Philippines, à l'explosion du trafic de drogue, à des émeutes urbaines en Nouvelle-Calédonie, à la destruction partielle de Mayotte, à l'islamisation rampante d'un certain nombre de quartiers, en particulier à Marseille et à Saint-Denis, et à, je dirais, une submersion migratoire arabo-africaine totalement incontrôlée et totalement incontrôlable. Cette année 2024 fut donc une année pleine de tensions où se sont succédés 4 premiers ministres, Madame Borne, Monsieur Attal, Monsieur Barnier et maintenant Monsieur Bayrou. Monsieur Bayrou qui sait très certainement en son fort intérieur que sa durabilité à Matignon est fortement compromise. Certes, il y a eu en 2024 la parenthèse enchantée des Jeux Olympiques de cet été et nous avons pu découvrir des athlètes et des sportifs au talent époustouflant. Nous avons découvert à cette occasion un pari tout à fait méconnaissable, un pari propre, sécurisé, joyeux, même si cette parenthèse enchantée a été ternie par la cérémonie d'ouverture du 26 juillet qui fut clivante, provocatrice, luxurieuse et globalement blasphématoire. Le 8 décembre dernier, la cathédrale catholique de Notre-Dame de Paris, après l'incendie criminel du 15 avril 2019 qui a failli l'emporter, a été enfin ouverte au public et je l'ai visitée hier durant une longue visite lors de cette épiphanie. La restauration est profondément réussie. Merci à tous les corps de métier qui l'ont rebâti avec tant de talent, tant d'investissement et tant de génie. Mais plusieurs éléments, je dirais profanes et ésotériques, ne peuvent que choquer les croyants, les pèlerins, les prêtres et les catholiques dont je suis. L'autel en demi-lune et en bronze, les diverses chapelles consacrées aux prophètes du judaïsme, les tableaux modernes qui cohabitent avec des tableaux religieux et qui n'ont strictement rien de catholique, la chasse reliquaire kabbalistique qui héberge la sainte couronne d'épines, le mobilier liturgique qui n'invite ni à la prière ni au repos de l'âme, l'affiche publicitaire en marbre rendant hommage aux sociétés françaises, européennes et américaines mécènes, le casque du pompier qui a sauvé Notre-Dame de Paris, mis sous verre, comme si c'était là une sainte relique, la photo du général Georgelin, là aussi sous verre, dans une des chapelles, comme si celui-ci était en voie de canonisation, et puis les marchands du temple qui sont nombreux et qui vendent avec beaucoup de bruit et beaucoup de cupidité leurs objets de pacotille, et comptent leurs billets et leurs piécettes à l'intérieur de la cathédrale, comme si nous étions non pas dans une cathédrale catholique, comme si nous étions dans un lieu spirituel et religieux, mais comme si nous étions dans un vaste supermarché. Même les prie-dieux de Notre-Dame de Paris ont disparu en 2024. Toutes ces évolutions modernistes sont profondément choquantes et il me semble reconnaître là soit la main sacrilège de la Macronie, soit la main sacrilège de la franc-maçonnerie, qui ont voulu très certainement marquer leur empreinte
au cœur de ce lieu saint et sacré qu'est la cathédrale catholique de Notre-Dame de Paris. Je ne sais à qui nous devons effectivement ces apports modernistes et blasphématoires qui n'existaient pas dans la version initiale de Notre-Dame de Paris, édifiée, je tiens à le rappeler, au XIIe siècle, plus exactement en 1162, par Maurice de Sully, évêque de Paris. Le choc visuel et je dirais spirituel lors de cette longue visite fut pour moi extrêmement rude. Aussi le discours lunaire du président de la République française lors de ses vœux du 31 décembre 2024 qui a osé affirmer que tout allait bien en France dans une autosatisfaction un peu narcissique qui lui ressemble, nous a fortement déconcertés tant je dirais tant le décalage est abyssal entre ce qui se passe et notre ressenti, et puis surtout toutes ces populations qui sont de plus en plus appauvries et dont beaucoup vivent, je dirais, des situations de pauvreté, des situations de vulnérabilité et des situations de solitude parfaitement insoutenables. Mes chers compatriotes, mes chers amis et collègues souverainistes, vous connaissez toutes et tous mon plus grand vœu pour cette année 2025, être nommé Premier ministre et chef du gouvernement en remplacement de M. Bayrou. Pour les 577 députés de la nation française, eh bien, voter la motion de censure est donc une nécessité absolue pour la France, car il nous faut stopper absolument les abus et les dérives de la Macronie, les dérives sociétales en particulier sur le projet de loi sur l'euthanasie, qui doit être inscrit à l'agenda législatif, sur l'éducation infantile à la sexualité, sur la folie vaccinale voulue par ce gouvernement scélérat, soit 15 vaccins obligatoires imposés aux nourrissons pour, je dirais, un coût global de 615 € par enfant, et puis sur l'accès gratuit à la transition de genre pour les mineurs à partir de 16 ans. C'est donc au nom de ces dérives sociétales que ce gouvernement, qui sont totalement folles, totalement ubuesques, que je dirais que le Parlement doit voter la motion de censure. C'est aussi pour la survie des agriculteurs qui sont en pleine crise, qui peinent à vivre de leur travail en raison, je dirais, de la folie des normes et des concurrences déloyales que nous devons aussi voter la motion de censure. C'est pour bloquer, pour stopper la dérive des finances publiques et la dette abyssale que l'ensemble des parlementaires doivent voter la motion de censure. Monsieur Bayrou prévoit d'ailleurs d'emprunter sur les marchés financiers de manière totalement abusive 350 milliards d'euros. C'est tout à fait injustifié et abusif. Il est parfaitement d'ailleurs incompréhensible que monsieur Bayrou, qui se dit catholique et qui ne l'est pas dans ses actes, est nommé à des ministères régaliens, voire stratégiques, un certain nombre de LGBT et de musulmans. Qui donc pour remplacer M. Bayrou s'il est limogé, à part moi, en tant que présidente des souverainistes, je ne vois strictement personne. Car la sauveuse de la France, ce n'est pas M. Bayrou, c'est moi, en tant que présidente fondatrice des souverainistes. Certes, je ne suis pas la candidate préférée du lobby LGBT et des loges maçonniques. Certes, je demeure invisible médiatiquement en raison du choix des médias mainstream, et je n'appartiens pas à la matrice judéo-maçonnique qui gouverne la France depuis près de 50 ans. Mais Emmanuel Macron, président de la République française, doit comprendre que s'il ne me nomme pas urgemment Premier ministre et chef du gouvernement en remplacement de M. Bayrou, alors il sera contraint à la démission comme son grand ami, M. Trudeau, le pape du progressisme canadien, qui a dû démissionner hier soir en toute urgence, tant les scandales autour de sa présidence et autour de sa gestion calamiteuse du Covid étaient nombreux. En tant que futur chef du gouvernement et Premier ministre, je viens à Matignon accompagné d'un tout nouveau gouvernement de cohabitation, d'un tout nouveau gouvernement de coalition, d'un tout nouveau gouvernement d'union nationale et paritaire formé de 30 ministres, 15 hommes et 15 femmes, car vous le savez toutes et tous, je suis profondément attachée à la parité. L'ensemble de ces 30 ministres sont tous catholiques, tous mariés, tous hétérosexuels, tous compétents dans leur domaine d'expertise et tous souverainistes, qu'ils soient souverainistes de gauche, du centre ou de la droite.
Je m'engage bien sûr à intégrer au sein de ce futur gouvernement de cohabitation un sociodémocrate, sous réserve qu'il soit catholique, et un écologiste de droite. Il n'y aura, je tiens à le préciser, au sein de mon futur gouvernement de cohabitation, ni LGBT, ni israélites, ni musulmans, ni francs-maçons, ni macronistes. Parce que, bien sûr, je garderai les quelques ministres de droite qui ont prouvé par leur volontarisme qu'ils pouvaient intégrer ce gouvernement d'union nationale et paritaire que j'appelle de mes voeux. Mais je suis de droite, résolument de droite, fièrement de droite. Et je suis d'ailleurs la porte-parole de la droite souverainiste. Et je considère que pour rompre définitivement avec la Macronie, et pour, je dirais, diriger un gouvernement de cohabitation, il ne faut aucun macroniste au sein de mon futur gouvernement. Au président de présider, mais à la chef du gouvernement de gouverner. Quelles sont les 13 mesures prioritaires que je mettrai en œuvre dès mon arrivée à Matignon en tant que future première ministre et chef du gouvernement? Ces 13 mesures, je tiens à le préciser, apporteront aux finances publiques un bonus de 100 milliards d'euros d'économies par an. Première mesure, arrêt de l'immigration tant légale qu'illégale, fin de la binationalité et du droit du sol, moratoire sur les titres de séjour et les demandes d'asile, car en ce qui me concerne, je considère que stopper la submersion migratoire, en particulier arabo-africaine, la plus criminogène de France, est selon moi, en tant que futur Premier ministre, la mère des batailles. Deuxième mesure, application de la préférence nationale sur le logement social et l'ensemble des aides sociales, mise en œuvre à 100% des OQTF, obligation de quitter le territoire français, car les OQTF sont tous des délinquants, il faut le rappeler, expulsion des 900 000 clandestins, dont 500 000 bénéficient, alors qu'ils n'ont jamais cotisé 1 euro à la sécurité sociale, de l'AME et de la gratuité des soins médicaux. Suppression des charges sociales et patronales sur l'ensemble des salaires, tant privés que publics. Urgente nécessité pour retrouver le plein emploi en France. Baisse massive de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés. Suppression des 470 niches fiscales qui profitent surtout aux milliardaires et aux millionnaires français. Réduction du millefeuille territorial. Non-remplacement des fonctionnaires partant à la retraite. Ils sont 150 000 par an, hormis bien sûr sur les fonctions régaliennes. Généralisation de la TVA à 5%, hormis sur les produits de luxe. Assermentation des magistrats français pour stopper les abus et les dérives, car il faut le rappeler, depuis 2017, trop d'innocents sont persécutés, trop de délinquants sont en liberté, et tous les détenus binationaux, dès que j'arriverai à Matignon, perdront la nationalité française. La loi du 29 juillet 1881 qui, je dirais, censure constamment la liberté d'opinion et la liberté de conscience sera largement amendée. À titre personnel, j'apprécie bien sûr la satire, l'humour, la dérision, mais je déteste le blasphème et l'insulte aux religions. Déconstruction des méga-bassines et des 9000 éoliennes qui enlaidissent nos paysages et nos rivages. Fin du bonus sur les voitures électriques qui n'ont jamais, je dirais, apporté la preuve de leur efficacité énergétique. La voiture thermique comme l'avion thermique étant des technologies totalement irremplaçables. Retour de la méritocratie scolaire et des filières historiques du baccalauréat et du brevet des collèges dont l'obtention sera sévérisée. Fin de la discrimination positive offerte aux minorités. Vote d'une loi interdisant l'accès des mineurs aux réseaux sociaux, tant l'addiction aux écrans a des impacts nocifs sur la santé mentale et la santé visuelle des mineurs et des enfants. Démantèlement des 5000 points de deal et des 500 zones de non-droit gangrénées par le trafic de drogue et par la prostitution. Abrogation de la loi Buzyn de 2021 sur l'obligation vaccinale et la PMA sans père. Abrogation de la loi de 2001 sur l'éducation obligatoire à la sexualité. Abrogation de la loi climat et résilience de 2020 qui considère que tout appartement, je dirais, construit avant 1975 est une passoire thermique. Et abrogation de la loi SRU d'origine communiste qui impose 25% de logements sociaux à nos chères communes. Extension du prêt à taux zéro pour tous les couples mariés et français souhaitant acquérir un premier bien immobilier.
10e proposition, dissolution administrative des 2600 mosquées salafistes, où elles sont très nombreuses sur le sol français, interdiction du vêtement islamique dans l'espace public, dans nos transports publics comme privés et dans nos universités, interdiction des abattages rituels tant cachers que halal, expulsion de tous les imams étrangers exilés en France, en terre d'islam, de l'autre côté de la mer Méditerranée, et révision des accords franco-algériens de 1968, car ils accordent des droits exorbitants aux Algérois. Interdiction des publicités multiethniques œuvrant à la propagande délétère du grand remplacement. Nomination de catholiques, oui, de catholiques à la tête de nos 5 cours suprêmes, le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Conseil supérieur de la magistrature, ainsi qu'à la tête de l'Ordre des avocats de Paris. Et enfin, rechristianisation de la France à vitesse grand V et restauration patrimoniale de tous les édifices catholiques en déshérence. Voilà ma 13e proposition en tant que présidente des souverainistes et ferventes catholiques. Vous le voyez, mes chers compatriotes, le programme des souverainistes est clair, net et précis. Il porte, je dirais, un cap, il porte une vision, il porte une ambition, il porte une nouvelle espérance pour notre pays bien-aimé, la France. Je suis fière, en tant que présidente fondatrice des souverainistes, d'avoir su redonner un nouvel élan, une nouvelle jeunesse, un nouvel éclat aux beaux mots du souverainisme importé du Québec francophone. Alors que tant de nos vieux partis politiques français constatent avec beaucoup d'amertume, je dirais, la dévitalisation de leur logo, de leur marque, et l'exode de nombreux de leurs adhérents. Même en Europe, le souverainisme a le vent en poupe grâce à Viktor Orban en Hongrie et grâce à Giorgia Meloni en Italie. Nous seuls, les souverainistes, il faut le rappeler, notre ambition est inscrite très précisément dans notre nom. Défendons la souveraineté de la France, la souveraineté industrielle, agricole, alimentaire, numérique, sanitaire, culturelle, à l'inverse des européistes macroniens qui, sans surprise, se sont choisis un LGBT en guise de commissaire européen. Nous seuls, les souverainistes, défendons la souveraineté du peuple français contre le parlementarisme technocratique qui use et qui abuse du 49.3. Nous seuls, les souverainistes, défendons l'inscription des racines chrétiennes de la France dans la Constitution française, seul moyen de combattre véritablement l'islamisation rampante de nos quartiers, de nos banlieues et de protéger notre laïcité à la française à laquelle je suis particulièrement attachée. Nous seuls, les souverainistes, nous engageons à faire partir en 100 jours 1 million d'islamistes les plus radicaux par bateau ou par avion cargo pour assurer la sécurisation pleine et entière du sol français et de nos territoires d'outre-mer. N'oublions pas qu'en 12 ans, eh bien, notre pays a été endeuillé par 55 attentats terroristes causant la mort de plus de 300 personnes. Ce carnage doit s'arrêter et les islamistes doivent quitter notre pays, la France, en masse, puisque l'islam politique, je ne cesse de le rappeler, n'est pas compatible avec la République française. Mes chers compatriotes, si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement demain, je souhaite aussi œuvrer résolument pour la paix. Le conflit israélo-palestinien comme le conflit russo-ukrainien nous inquiète, nous scandalise en raison du décès de tant de militaires, de tant de civils, de tant de femmes, de tant d'enfants chaque jour. Monsieur Zelensky, il faut le rappeler à toutes et à tous, est un sioniste talmudiste qui n'a rien à faire à la tête de l'Ukraine chrétienne. La France doit stopper toute aide financière et militaire à Kiev, car elle est malheureusement cette aide largement détournée. Monsieur Zelensky, ce président fantoche, ce saltimbanque belliqueux, qui a voulu restaurer l'ancien empire khazar et déchristianiser l'Ukraine chrétienne, doit démissionner, comme l'a fait le président du Canada, et s'en retourner vivre à Tel Aviv auprès de sa famille natale. Quant à la communauté internationale, elle doit reconnaître urgemment que le Donbass, que la Crimée, que Mariupol, que la mer d'Azov sont russes, russophiles et russophones. Cette reconnaissance territoriale est le préambule indispensable à la paix, à une paix définitive et durable entre la Russie et l'Ukraine. Prions ardemment pour que notre vœu en faveur de la paix, que ce soit en Terre Sainte, la terre natale du Christ, ou en Ukraine,
soit exaucée en cette nouvelle année 2025. Mes chers compatriotes, je vous souhaite une nouvelle fois une très belle année 2025. Préservons encore et toujours en cette année jubilaire, malgré, je dirais, les embûches, malgré les difficultés, notre joie, notre optimisme, notre espérance chrétienne, que je souhaite voir, je dirais, cette joie, cette espérance chrétienne, je la veux pour toutes et pour tous. Vive la démocratie, vive le peuple souverain, vive la France libre, indépendante, souveraine et résolument chrétienne.